milieu des poules, des coqs, des faisans, de tous les animaux. Saveria Rojek pour la troisième partie de notre émission avec une actualité, j'allais dire, agricole ce matin, Saveria. Actualité agricole, bonjour à tous, émission spéciale aujourd'hui, vous le savez, nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Les politiques continuent de se succéder dans les allées du Salon. Hier, Gérard Larcher était notre invité sur ce plateau, vous le verrez. Alors ce Salon est l'occasion également de vous montrer différentes facettes de l'agriculture. Cette année, l'agritech est à l'honneur, l'agriculture technologique. 2 startups mettent leurs compétences au service du maraîchage et de l'épandage. C'est un reportage de Jonathan Dupriez et de Michael Spitzberg. Voici un robot de désherbage mécanique. Cet engin de 150 kg, totalement autonome, est capable d'enlever les mauvaises herbes à raison d'1 hectare par jour, à condition de bien le paramétrer. Par exemple, la largeur des rangs et ensuite dans quel sens se situe la parcelle. Grâce à ses batteries, le robot peut désherber jusqu'à 10 heures. Si cette machine a un coût, 25 000 € pièce, la start-up le voit comme un investissement à long terme pour réduire la pénibilité du travail. Plus de temps, peut-être pour le petit maraîcher, on va dire. Et ensuite, voilà, éviter des tâches, vraiment des tâches ingrates. D'autres entreprises innovent à l'image de ces Parisiens. Ils ont lancé il y a quelques années ce drone permettant de cartographier des parcelles céréalières grâce à un capteur high-tech. Le soleil va un peu traverser le capteur, va aller réfléchir ce qui se passe dans le sol et va être interprété par les 4 optiques qui sont là. Blé, colza, le drone peut analyser 3 hectares par minute. Et les données sont directement modélisées sur l'application mobile. Elles permettent à l'agriculteur d'optimiser son épandage d'engrais. Ils recherchent à adapter leur apport d'engrais sur leur culture et placer la bonne dose, faire une économie d'engrais, mais surtout être capable de voir ce que la culture va absorber en azote. La technologie séduit de plus en plus les agriculteurs, une population déjà très connectée. Le numérique va l'accompagner justement dans l'automatisation de certaines tâches, lui redonner ce temps-là pour remettre effectivement les mains dans la terre et se reconsacrer à son métier premier de passion. Selon une récente étude, 80% des agriculteurs utilisent Internet pour leur activité. Autre sujet cette année, la viande et l'exigence de qualité. Aujourd'hui, toutes les étapes de production sont sous contrôle pour offrir aux consommateurs les meilleurs produits possibles. Regardez ce reportage auprès d'éleveurs de vaches limousines. C'est un sujet de Béatrice Faisan. Laetitia et son mari Fabien sont éleveurs de bovins en race limousine depuis 13 ans à Saint-Aubin-le-Vertueux, en Normandie. Dans leur ferme, toutes les étapes de production sont sous contrôle, car chaque détail compte quand on veut faire de la qualité. Bonjour Laetitia. Et justement, aujourd'hui, la Chambre de l'agriculture de l'Eure vient faire une visite. Première étape, les bêtes. Bon, ça tu vas nous montrer tes animaux. Là, il y a 80 vaches. Les limousines sont nourries uniquement par le foin produit sur l'exploitation. Tout est frais et fait maison. C'est même Fabien qui amène ses vaches à l'abattoir une fois par semaine. Personne d'autre n'a le droit d'y toucher. La traçabilité, ça passe par l'identification de tous les animaux. Et ensuite, quand Laetitia et Fabien choisissent une bête pour l'envoyer à l'abattoir, elles récupèrent une carcasse avec cette identification. C'est le numéro de l'élevage, c'est un numéro qui est suivi, parce que en fait, on est éleveur à partir du moment où on a un numéro d'agrément. Ce numéro correspond à l'étiquette que l'on retrouve sur l'oreille de la bête. Grâce à cette exigence, les éleveurs ont rejoint le label « Bienvenue à la ferme » il y a 6 ans et vendent désormais leurs produits en circuit court. Seconde étape de la visite, la boutique. La date d'abattage, le poids, le classement, la propreté. Il faut savoir que maintenant on est classé par rapport à la propreté des animaux. Donc nous en général, de toute façon c'est forcément A parce qu'elles sont sur paille, donc on paille tous les jours. Donc c'est forcément A. Après c'est vraiment le numéro de battage. A, c'est la meilleure note. Oui. Et là encore, tout est scruté.
Donc quand on fait les visites de suivi qualité bienvenue à la ferme, c'est essentiellement donc l'étiquetage, que chaque produit soit bien étiqueté, avec le nom du produit, le prix au kilo, et notamment, là j'ai vérifié, il y a bien les allergènes de marquer. Tout est en règle et ça rassure les clients. Moi j'ai insisté que la dame je la connais depuis longtemps, donc je sais ce que je lui prends et puis je lui fais confiance. Dans les magasins on peut malheureusement, la confiance c'est plus quoi, avec tout ce qu'on entend, on sait plus à qui on achète, comment, que là on la connaît, voilà j'ai fait confiance. La confiance, c'est la recette qu'a choisie Laetitia pour se démarquer des divers scandales sanitaires. Quand il y a eu le fameux scandale sur la viande polonaise, pour nous ça a été super, dans le sens où les gens se sont réveillés en disant « Ah bah mince, on a des producteurs juste à côté de chez nous » et là ils sont venus nous voir. Et ça vient directement voilà, de la ferme, de notre ferme, à leur assiette. Voilà, il n'y a pas 36, parce que là, je sais pas, on est quand même assez d'éleveurs en France pour acheter de la viande en France au lieu d'acheter de la viande polonaise. Derrière chaque petite fleur, il y a donc un producteur. Le réseau Bienvenue à la ferme compte près de 8000 membres, tous soucieux d'offrir le meilleur aux consommateurs. Voilà, en direct au Salon de l'Agriculture et de l'Alimentation, troisième partie, Territoire Sénat. Dans un instant, l'interview politique. À tout de suite. Bonjour, Jean Bizet, sénateur LR de la Manche, et merci d'être sur ce plateau provisoire au Salon de l'Agriculture de Territoire Sénat. Bonjour. L'exigence de qualité pour les consommateurs, elle est maintenant incontournable. Comment on la garantit, comment on l'améliore, cette exigence? Bien, écoutez, il y a un système de surveillance et de traçabilité qui est pratiquement unique au monde et qui fait, je dirais, la très belle image de la filière agroalimentaire nationale, mais également européenne, par un certain nombre, je puis dire, d'agences reliées entre elles. Et j'avoue que dans le scandale, entre guillemets, de la viande polonaise, on n'est jamais à l'abri, si je puis dire, d'une fraude, d'une malversation d'un acteur. Eh bien, vous avez vu qu'en 48 heures, elle a été identifiée, tracée, et quasiment tous les tonnages de viande ont été récupérés et retirés de la consommation. Vous venez de le dire, on a aujourd'hui une des meilleures agricultures possibles, une des meilleures exigences de qualité possibles. Néanmoins, il y a un fossé réel entre les Français et le monde paysan et le monde agricole. Comment on réconcilie, comment on réduit ce fossé entre ces deux Frances? C'est exact, malheureusement, mais nous vivons une société d'inquiétude. Et je dirais, l'agriculture n'échappe pas à cette problématique. Deuxième point, c'est que, je le dis de façon, je dirais, imagée, le champ est devenu un espace social. Et nos concitoyens, qui sont inquiets pour beaucoup d'entre eux, remettre, je dirais, au niveau de l'assiette, leur réassurance et, je dirais, leur souhait. Il y a notamment une grande incompréhension du public, des Français, en ce qui concerne certaines pratiques agricoles, notamment les pesticides. Est-ce que, comment on améliore ça, comment on lutte contre ça? Est-ce que vous pensez que le discours sur le glyphosate, par exemple, n'est pas allé dans le mauvais sens? Écoutez, dans cette incompréhension? Il y a une nécessité, il est nécessaire d'assurer la plus grande transparence, mais également dénoncer toute désinformation. Vous venez de citer le dossier glyphosate. On ne va pas refaire le débat ce matin sur le glyphosate, mais la réalité, elle est quand même celle-ci, si vous voulez. Les phytosanitaires, il faut les appréhender comme le médicament des plantes. Quand elles sont victimes, ces plantes, de prédateurs, d'attaques virales, mycoses, etc., il faut les protéger. Pardonnez-moi, je ne peux pas vous laisser dire que ce sont des médicaments pour les plantes qui, néanmoins, on le sait, c'est prouvé, sont nocifs pour la santé humaine. Tout médicament, le problème, c'est la dose. Or, dans l'histoire du glyphosate, vous avez 12 agences internationales qui se sont penchées sur le sujet. 11 d'entre elles ont considéré qu'il n'y avait pas de problème. Une seule, le CIRC, a considéré que le glyphosate pouvait être classé comme cancérogène probable dans la classe A2. Qu'y a-t-il comme produit dans la classe A2? Vous avez la charcuterie, vous avez le café, vous avez l'eau chaude, vous avez l'alcool. Quand on interdira ces produits, eh bien, il faudra également interdire tous ces produits. C'est dit, et encore une fois, on ne va pas refaire le débat ce matin. Mais je le dis, je le répète. Pour avancer, parmi les grands défis aujourd'hui, Jean Bizet, du monde agricole, il y a la réforme de la PAC, la politique agricole commune. Je vous propose d'écouter le président du Sénat, Gérard Larcher. Il était notre invité hier. Nous allons prendre au mot
ce qu'a dit le président de la République. Pas de réduction budgétaire de la PAC. Premier engagement. Deuxièmement, une PAC qui emmène l'ensemble des agriculteurs et qui garde une agriculture à la fois proche de la société et en même temps compétitive au plan européen et au plan mondial. C'est ça le rendez-vous de la PAC. Moi qui suis un impénitent optimiste, je dis, avançons. J'attends du gouvernement et du président de la République, mais ça va être aussi le rôle du Parlement, que nous soutenions une vraie politique agricole commune, qui ne soit pas simplement une espèce de réduction budgétaire, une attrition de la politique agricole commune. Je crois que, y compris avec le départ des Britanniques, nous savons que là, nous aurons une réduction budgétaire liée au départ des Britanniques, eh bien, quelque part, nous pouvons refonder un projet européen commun sur les questions agricoles. Gérard Larcher veut prendre Emmanuel Macron au mot quand il dit pas de réduction budgétaire. Est-ce que vous y croyez? J'aimerais y croire. Je crois tout à fait à mon président, bien évidemment. Mais le problème, c'est que M. Macron n'a pas le même discours à Paris et à Bruxelles. Je vous renvoie à l'audition du commissaire Oettinger en mai 2018 devant la commission des affaires européennes et devant la commission des finances, où il a été très clair. L'Europe, ou plus exactement Paris, a demandé à Bruxelles des coupes budgétaires. Résultat, si je puis dire, il a très bien vu, M. Macron, qu'il avait commis une erreur, mais le problème, le message a été donné aux autres capitales européennes. Résultat, dans l'avant-projet PAC tel qu'il nous est proposé aujourd'hui, c'est une baisse de 43 milliards. C'est-à-dire qu'on passerait de 38% du budget de la PAC dans le cadre financier pluriannuel à 27%. Et donc, là, je crois que M. Macron devrait accorder ses propos et à Bruxelles et à Paris. Laurent Wauquiez dit que l'enjeu n'est pas de refonder la PAC, la politique agricole commune, mais de défendre son budget. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous, élus, pouvez dire aux agriculteurs pour les rassurer justement sur les négociations en cours? À mon avis, sur les négociations en cours, je vous renvoie au rapport que nous venons de rendre, si je puis dire, au Sénat, Commission des affaires européennes, Commission des affaires économiques, où nous souhaitons d'abord de toute façon qu'il n'y ait pas un accord aujourd'hui, mais qu'il soit repoussé, à mon avis, d'1 an ou 2. Mais ça, c'est acté. On sait d'ores et déjà que les négociations en cours ne vont pas aboutir aujourd'hui. Phil Hogan l'a laissé entendre à peu près clairement hier. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir faire comprendre, et notamment aux dirigeants français, que l'agriculture est une activité éminemment stratégique. Lorsqu'on regarde, si je puis dire, l'environnement avec un petit peu plus de recul et de hauteur, regardez des États qui sont à eux seuls des États continents, tels que les États-Unis, l'Inde et la Chine. Ils augmentent leur concours budgétaire à l'agriculture. Et curieusement, nous, en France, on la baisse pratiquement de 25%, enfin en Europe. Et donc, l'activité agricole est une activité stratégique. Jean Bizet, je rappelle que vous êtes président de la Commission des affaires européennes au Sénat. Un autre sujet majeur d'inquiétude aujourd'hui, c'est le Brexit. Le Brexit aura des conséquences sur la PAC? Le Brexit aura, à mon avis, plusieurs conséquences, malheureusement. Le premier, c'est une baisse, je dirais, de la dotation budgétaire des 28, puisque nous ne serons plus que 27. Le budget européen va de facto diminuer, ce qui aura de facto une conséquence sur les bénéficiaires, notamment de la PAC. On considère, si vous voulez, que le delta sera à peu près de 12 milliards d'euros. Voilà. Ensuite, on aura des soucis en fonction des rapports nouveaux qu'il faudra établir avec notre voisin. Est-ce que ce sera un accord de libre-échange, je dirais, amélioré type CETA, ou bien l'Angleterre sera devenue un pays tiers? Vous croyez, très rapidement, vous croyez en la perspective d'un nouveau vote du Parlement britannique aujourd'hui sur Brexit? Sur le On Brexit, sent que les positions sont en train d'évoluer. Ça évolue beaucoup, mais si vous voulez, quand vous regardez la composition du Parlement britannique, le Parti conservateur comme le Parti travailliste, ils sont extrêmement divisés. Je ne pense pas, compte tenu de la psychologie britannique, que nous aurons un deuxième référendum. Je pense plutôt que nous aurons dans la toute dernière ligne droite un accord, excusez-moi, de circonstances, un petit peu mal bâti dans l'urgence. Un accord d'ici le 29 mars. Je pense que nous aurions un accord de circonstances, plus ou moins mal bâti, mais permettant précisément de présenter à la Commission, je dirais, un dossier qui nous permettrait de voter et d'avoir une période de transition de 2 ans supplémentaires.
Jean Bizet, je vais vous ramener à la Manche. Vous êtes un grand défenseur du Mont-Saint-Michel et l'été dernier, vous étiez d'accord avec le Premier ministre qui voulait une gouvernance unifiée de toutes les administrations et collectivités locales d'ailleurs concernant sa préservation. Parlez-nous de ce joyau français tant visité. Est-ce qu'il va bien aujourd'hui, ce Mont-Saint-Michel? On a tout entendu là-dessus. Le Mont-Saint-Michel va bien, c'est pratiquement juste derrière la Tour Eiffel, le deuxième site visité par nos concitoyens. Ceci dit, ce très beau joyau vit un petit peu comme une fée, je dirais, endormie. Il faudrait la réveiller. Moi, je tiens à saluer la décision du Premier ministre de nous permettre de créer un EPIC. Et nous attendons... Alors en gros, c'est unifier un peu tout le monde pour aider le Mont-Saint-Michel à renaître un peu touristiquement. Et oui, et pour techniquement aussi, pour arriver que le Mont-Saint-Michel, si je puis dire, irrigue l'ensemble du territoire qu'est la communauté d'agglomération du Mont-Saint-Michel. Ce qui veut dire que le futur directeur de l'EPIC soit non seulement quelqu'un qui connaisse bien, je dirais, l'histoire du Mont-Saint-Michel, mais aussi que ce soit un développeur. C'est là où le choix, si je puis dire, du mouton à 5 pattes, nous sommes dans les herbus, c'est un peu délicat, mais j'ai mon idée. C'est dit. Jean Merci, Bizet, c'est qui Jean pense à Bizet. qui vite, très vite. Je pense, mais je ne le dirai pas. Bon, Jean Bizet, sénateur LR de la Manche, donc évidemment concerné par le Mont-Saint-Michel, dont vous avez toujours été un grand défenseur, un endroit qu'on aime bien. Cette émission s'appelle Territoire quand même. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Merci beaucoup, Jean Bizet. Merci Jean Bizet. On passe dans un matin. instant aux revues de la une de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. On démarre avec Saveria. Nous démarrons avec la une du Dauphiné libéré. C'est la météo, ce coup de chaud sur l'hiver. On va le voir dans la météo des territoires de Gilles Mourou dans quelques instants. C'est absolument incroyable ce qui se passe. 25 degrés hier à Biarritz. De la France à la Scandinavie, les records de chaleur s'accumulent. En montagne, les skieurs tombent l'anorak. Les températures vont continuer de grimper et seront encore exceptionnellement douces ce mercredi en cette dernière semaine du mois de février. Il fera entre 25 et 27 degrés dans plusieurs villes françaises comme à Bordeaux notamment. Dans la capitale, on attend 21 degrés, effet exceptionnel dû au réchauffement climatique. Sur ce point, les avis scientifiques divergent, c'est-à-dire dans le Dauphiné libéré. Bien sûr. Et puis les problèmes climatiques induisent des problèmes de respiration. C'est la une de la Voix du Nord. Ce sont les grands moyens qui ont été mis en place à Lille, notamment par le préfet. C'est une grande première à Lille face à la pollution aux particules fines. Le préfet a déclenché la circulation différenciée. Il faudra la vignette critère pour rouler mercredi. Seuls les véhicules équipés d'une vignette 0, 1, 2 et 3 et ceux bénéficiant d'une dérogation pourront circuler. Les forces de l'ordre ont prévu des contrôles, amende de 68 € pour les contrevenants. Mais ceux qui font du covoiturage pourront rouler malgré leur vignette 4 ou 5. Une mesure indispensable car pour la première fois depuis 2 ans, un épisode de pollution aux particules dure 3 jours d'affilée dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. La faute à la circulation automobile mais également au chauffage. Voilà, à la une de la Provence, ce sont les alertes rouges aux allergies très nombreuses dans ce département. Pollen, pollution, un cocktail dangereux qui asphyxie la région. Le risque d'allergie est le plus élevé de France. Résultat, des nez qui coulent, une gorge qui gratte. Bref, tout un tas de réjouissances. Pas de doute, les pollens sont bien présents sur toute la France. Des températures dignes d'un mois de mai, voire d'un début d'été. Résultat, risque d'allergie très élevé, même si toute la France est concernée dans cette ambiance favorable. Les concentrations de pollen de cyprès explosent autour de la Méditerranée. Et puis la une de Var Matin, dirigée par Denis Caro, qui est directeur du groupe Nice Matin. La région veut sauver le miel et le rosé. Voilà, on reste dans le sud. Il faut sauver le miel et le rosé. La région sud veut se battre pour protéger les abeilles menacées par les pesticides et préserver la vigne en danger en raison de la sécheresse. En première ligne, directement menacées les ruches. Les abeilles sont en grand danger du fait des pesticides propagés pour les cultures, mais aussi le rosé. Les vignes sont menacées par les conditions climatiques, la sécheresse consécutive. On l'a dit, on le voit, d'une météo exceptionnelle. Et vous revenez demain pour nous parler d'actualité agricole. Absolument. Dernier jour pour nous au Salon de l'Agriculture. Habillé en vert de circonstances. Merci beaucoup, merci Saveria. à vous. À demain. Maintenant, nous allons passer à la météo des territoires de Gilles Bourou, puis au Zap Matin de Christophe Combarieux. Ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos ce matin. À tout de suite. À demain. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs.
la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon dans l'assiette et dans les champs. Il faut maintenant dire que lorsque on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire. C'est tout. Il a eu une parole forte hier, il faut le dire. Il n'aurait pas, je crois que cette parole aurait choqué également si ça avait été la première, la deuxième ou la troisième semaine de manifestation. Là, ça fait la 15e semaine de manifestation que nous venons de connaître. Une France aujourd'hui qui s'interroge, des commerçants qui souffrent, une activité économique qui est en retrait. Il faut que nous allions de l'avant. Et c'est à lui, en tant que chef de l'État, de montrer la direction. Et donc, au lieu de répondre aux revendications justes et légitimes qu'il y a dans la rue, il menace. Il essaye d'intimider les manifestantes et les manifestants. Je pense que c'est pas raisonnable. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais le président de la République, lui, il n'est pas coupable du pire, il en est directement responsable. Quand vous avez des ministres du gouvernement qui ont au début du mouvement en particulier, fait monter les enchères en insultant, en dénigrant, en essayant en méprisant ce mouvement, eh bien évidemment, ils portent une très grande responsabilité. Oui, mais il faut que les gens qui manifestent et qui sont les vrais gilets jaunes, si j'ose dire, les gens qui ont des revendications sociales, comme c'était le cas le 17 novembre, comprennent qu'aujourd'hui, non seulement ils n'obtiendront rien parce que leur mouvement s'est dénaturé par les violences qu'on voit toutes les semaines, mais deuxièmement, ils donnent l'occasion, je le répète, à des extrémistes, à des casseurs, de mettre le bazar dans notre pays, et ça n'est plus possible. Decathlon assume la commercialisation d'un hijab, c'est-à-dire un couvre-chef destiné aux femmes musulmanes qui souhaitent pratiquer la course à pied tout en gardant leurs cheveux et leur nuque cachés. Lorsqu'on a parlé également du voile et du niqab à l'université, on nous a dit finalement on interdirait à ces jeunes filles d'étudier, elles étudient. Il faut aussi faire un pas vers la République, faire un pas vers la liberté, et c'est à ces femmes de s'adapter. C'est vraiment ce qu'on appelle le putaclic, c'est la peau à troll. C'est vraiment le sujet, le bad buzz, et on rend service à Decathlon parce qu'on fait une publicité pour le marketing communautaire. Faire de l'argent de tout n'est sans doute pas dans mon éthique. J'ai envie d'une société où l'homme et la femme pleinement puissent être considérés à égalité sans aucune contrainte ou aucune pression. Eh bien, heureusement qu'ils renoncent. Parce que je pense que pour des raisons commerciales, troubler les esprits. Et puis on sait très bien qu'il y a des femmes qui choisissent, mais il y en a tellement, des jeunes femmes, qui sont sous la pression sociale et qui n'ont pas le choix. Et moi, je pense qu'on est dans un pays où on doit pouvoir courir et se vêtir comme on veut. On a ça, ce type de produits, hijab ou autres, pour faire du sport dans tous les pays du monde, et ça ne suscite pas ces polémiques-là. Dès qu'il s'agit de l'islam, il y a finalement une forme de suspicion tout de suite, et ça devient insupportable pour nos concitoyens musulmans. Voilà, demain, nous serons encore en direct du Salon de l'Agriculture et de l'Alimentation avec des dossiers chauds, Ascoval, Alcatel, Alstom. Nous recevons Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, l'homme au gouvernement qui a ces dossiers en ce moment à gérer. À demain, merci de votre fidélité et bonne journée à tous. Au revoir.